Moi, j'appelle Chani, je suis militante féministe, spécifiquement anarcho-féministe. Et puis, je m'implique beaucoup dans les luttes contre l'exploitation sexuelle, mais aussi en général sur la plupart des violences que les femmes vivent. Je travaille avec les femmes en ce moment victimes de violences conjugales. Sinon, j'ai déjà travaillé avec les femmes criminalisées. C'est ça la formation, entendre les femmes dans la prostitution agir ensemble contre l'exploitation a lieu au CLICEM. C'est le comité dont tu parlais, le comité local d'implication citoyenne de Maisonneuve. Et c'était à la demande du groupe Les Alternatives. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi ce groupe-là? C'est parti en fait c'est le comité local d'implication citoyenne qui est aussi qui a un local dans un HLM dans Hochelaga Maisonneuve avec aussi la Corderie aussi qui est un réseau d'échange d'économie alternative. Et puis il y a aussi Parole d'exclus qui est aussi un groupe citoyen d'exclus luttant contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et là, il y a des femmes qui ont courageusement porté le dossier depuis 2 ans même. Et puis là, finalement, il y a eu une prise de position du comité local d'implication citoyenne de Hochelaga Maisonneuve de lutter contre la prostitution, de vouloir se solidariser avec les femmes ayant un lien avec la prostitution et puis comment intégrer une perspective féministe aussi dans l'analyse de l'exclusion sociale et de la pauvreté et aussi si c'est des luttes vraiment qui partent des personnes qui vivent dans le quartier, que c'est des sujets qui les animent. Et puis, en fait, là, c'est un groupe là, juste de femmes qui a décidé là, de s'impliquer en non-mixité et là, de créer donc vraiment là, un comité au sein donc, de ces organismes-là qui luttent donc pour l'abolition de la prostitution, mais surtout pour une véritable solidarité avec les femmes exclues, dont les femmes ayant un lien avec la prostitution. Est-ce que c'était la première action en termes là, de ce groupe-là? Ben c'est ça. Qu'est-ce qui a insufflé en fait les alternatives? C'est en fait c'est un forum qui a eu lieu, un forum populaire sur la question de la prostitution organisé donc par le CLICEM qui a mené justement à la formation donc ça a rassemblé des citoyennes, des habitantes de Montréal, et plus spécifiquement de Montréal Est. Et en fait, là, on s'est rassemblés sur des bases de vouloir se solidariser donc, avec les femmes et lutter contre l'industrie du sexe. Et puis, on a formé un comité. Et là, c'est nos 2 premières formations, en fait, la première formation là, en 2 jours, que c'est la première action en fait qu'on faisait parce qu'on voulait justement donner les outils pour pouvoir collectiviser aussi, parce que je veux dire aussi c'est des femmes qui moi par exemple je peux avoir développé un certain discours d'analyse parce que je milite aussi par exemple là, à la clé, mais nécessairement c'est pas exactement en fait la même expérience, le même parcours qu'on a dans le sous-comité en fait. Donc là, on voulait pouvoir pouvoir s'outiller collectivement et puis vraiment développer un argumentaire, puis pouvoir nous aussi intégrer vraiment, puis se donner un espace d'éducation populaire aussi, puis de pouvoir éduquer aussi d'une manière en construisant des savoirs aussi, parce que c'était vraiment beaucoup des échanges d'expériences et tout ça, la formation, puis de développer des discours, puis c'était beaucoup axé sur la discussion, donc ça a vraiment donné un espace de parole aussi à des personnes qui ne l'ont peut-être pas nécessairement, et sur des sujets des enjeux sociaux, là, que c'est des discours politiques et tout ça, puis en fait ça nous a permis de pouvoir aussi peut-être se faire appuyer aussi parce que c'est très difficile. On a essayé d'approcher vraiment là, des organismes communautaires et tout ça. Puis déjà la question de la prostitution, on veut soit qu'on veut rester neutre
en guillemets, ou soit qu'on a déjà pris un parti pris, mais même en étant neutre, on prend un parti pris, mais d'un côté pro-travail du sexe, donc de légitimation de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ça, c'est mon analyse. Mais... Donc, dans le quartier Hochelaga, c'est vraiment ce cas-là qui se présente? La majorité des organisations ont pris de ce côté-là? Ben, pour ne pas la nommer, Stella, en tant qu'organisme, veut pas dans Hochelaga Maisonneuve, ça fait depuis 1995 qu'elle est présente. Donc, ça a quand même teinté, veut pas les rapports avec les différents organismes communautaires. Et ça a créé comme bon, une espèce d'effet de boom, là. Et puis là, il y en a certains qu'on peut approcher, et puis tout ça, mais la plupart, en fait, ont déjà pris un parti pris pour le travail du sexe, mais ça, c'est un peu partout, hein. C'est pas typique à Hochelaga Maisonneuve, là. Mais il faut dire, effectivement, que c'est quand même, il y a quand même Stella qui est pas très loin, donc ça, c'est sûr que ça marque, veut pas, là, c'est le terrain politique, là, très proche, là, de Stella. Qu'est-ce que vous entendez par prostitution? Parce que parfois, on entend aussi les termes exploitation sexuelle et commerciale. Qu'est-ce que ça englobe au juste? En fait, c'est ça. Ça dépend vraiment de beaucoup de définitions. Celle qui est la plus souvent retenue, là, c'est évidemment donc tout ce qui est échange donc de services sexuels contre rémunération. Ça, c'est la version officielle, mais ce qu'on aime davantage parler en tant que féministe abolitionniste, c'est ça englobe un paquet de violences. Ça fait partie d'un continuum de violences, de toute façon. Hein. C'est la prostitution est inséparable du viol, des violences conjugales et de l'exploitation, du trafic et tout ça. Bon, donc, on s'entend que ça regroupe beaucoup, là. Ça peut aller très large, comme on peut concevoir le mariage forcé, par exemple, comme étant une forme de prostitution. Si une femme se fait, par exemple, de l'Europe de l'Est, essaie de marier, par exemple, un Nord-Américain ou un autre Européen, donc... qui a des fins uniques de servir en tant qu'objet sexuel et objet reproductif et ménagère. Il y a quand même, là, dans le cas d'objets sexuels et tout ça, un rapport de prostitution. Donc on peut aussi là, inclure là, que ce soit un homme qui propose à sa conjointe 200$ pour viens avec moi dans un club échangiste, par exemple. Ça peut aller ça peut être de la prostitution comme ça. Ça peut être aussi regarder la pornographie, c'est participer à des activités prostitutionnelles. Ça peut aussi donc inclure là, le téléphone rose aussi, tout ce qui est show de webcam. Donc ça peut être extrêmement là, indirect et très mondialisé. Comme ça peut être aussi les peep shows, les bars de danseuses, la prostitution de fin de mois par un propriétaire parce que là t'as de la misère à payer ton loyer, ça peut être un voisin parce que tu dois réparer ton frigo, plein de choses comme ça, parce que tu es étudiante, il y a la précarité des femmes, des étudiantes, faut que des fois elles fassent quelques clients pour pouvoir payer leurs études ou tout ça, leurs dépenses. Ça l'englobe là, beaucoup, mais c'est tout ce qui est un rapport sexuel qui est non consenti. Contre une rémunération quelconque ou un gain, une offre de gain qui est effectivement matérielle, parce que si on part d'une femme qui n'a pas de conditions, qui n'a pas les mêmes conditions matérielles que les hommes qui vont acheter le corps, la sexualité et toute l'individualité de cette femme-là pendant le temps donné du plaisir des messieurs. Donc, c'est tout ce qui est un rapport qu'une femme va avoir dans le simple but d'obtenir un gain et non sa propre satisfaction sexuelle et un partage d'une relation avec XY personne. Donc, Puis au point de vue de la loi, je suppose que la définition est vraiment plus restreinte que celle-là. Oui, donc c'est ça, c'est des actes sexuels vraiment contre rémunération, là, donc dans un cadre d'industrie du sexe, donc. Fait que c'est vraiment là, donc tout ce qui est vraiment plus établissement, tout ce qui est aussi là,
que ce soit, qu'il soit légitime ou non, là, que ce soit les bars de danseuses ou le bordel dans Montréal-Nord, là. Mais somme toute, c'est vraiment juste le fait qu'une femme ou un client, et via un proxénète, sollicite ou communique à des fins d'activité prostitutionnelle, donc des rapports, n'importe quoi, sexuel, contre de l'argent monétaire. Et là, ça se passe directement dans un moment d'échange vraiment encadré dans une industrie, alors que ça peut se passer au sein d'un couple, comme on en a parlé, que ça peut se passer au sein donc, du mariage, ça peut se passer donc vraiment d'une manière aussi vraiment une femme qui va continuer de coucher avec son conjoint, ne serait-ce que pour avoir une sécurité matérielle, ce qui arrive énormément, ou qui va accepter des pratiques sinon sexuelles, en fait, qui va pas accepter, il va être obligé, là, mais bon, de recevoir ou de devoir faire des pratiques sexuelles qui ne lui plaît absolument pas et donc elle ne retient aucun désir, et contre n'importe quel gain. Donc c'est aussi, moi je vois aussi dans tout ça, c'est qu'il y a des inégalités au point de vue des conditions matérielles. Et pour combler en fait la précarisation des femmes, ben, il y a un système qui a été fait, en fait, qui crée aussi la précarisation des femmes et qui donc fait que les hommes peuvent pouvoir maintenir les femmes en servitude économique et sexuelle. Voilà. Quels sont les liens que vous faites entre les violences faites aux femmes en général et la prostitution de façon spécifique? Ben, si on prend par exemple l'exemple du viol, de nombreux témoignages de femmes qui ont été dans l'industrie du sexe ou qui le sont encore, ils témoignent que c'est un rapport qui est non consenti, mais qui a un consentement par l'argent. Donc, souvent, elles nomment que c'est un viol monnayé. Donc, il y a un énorme rapport entre, par exemple, là, ce qu'on parle de viol sans argent, mais en fait, c'est qu'il y ait l'argent ou pas, les conséquences du viol y restent. Et la domination des hommes continue, en fait. Donc, il y a aussi, si on peut penser par exemple à la violence conjugale, bien, il y a beaucoup de pressions qui sont faites aussi avec l'industrie du sexe, par exemple. Dans beaucoup de pays où la prostitution est légalisée, il y a beaucoup de femmes qui témoignent que elles se font beaucoup donc harceler sexuellement, autant au travail que dans la maison. Tu sais, si tu fais pas ça, j'allais aux putes, et puis tout ça, là, donc, puis j'imagine pas ce que les femmes prostituées peuvent vivre dans un pays où la prostitution est complètement banalisée et même promue. La violence doit être encore plus terrible, mais somme toute, il y a des impacts vraiment très larges là, par rapport à la prostitution. Mais si on pense juste aussi au viol en tant que pratique de formation des femmes qui peut les mener vers l'industrie du sexe aussi, c'est une forme de dressage, là je vais le nommer, des femmes, toutes les violences sexuelles, toute la précarisation qu'elles vivent, et toute violence aussi, là, que ce soit la déshumanisation dont on est constamment en train de faire face, se faire objectifier partout, se faire toujours attaquer en tant que femme noire, lesbienne. Bon, tout ça, c'est tout un paquet de pression sociale qui est toujours là, lorsque les femmes, elles sont en contrainte économique et qu'elles ont déjà été, entre guillemets, dressées, comme on est la plupart, mais bon, à différents degrés, selon les imbrications, un peu des oppressions, mais c'est vraiment
un système c'est un nœud. C'est vraiment tant la prostitution est un viol, mais les viols mènent à la prostitution, et puis la prostitution augmente aussi le taux de viol envers les femmes en général. Donc ça, c'est un lien que la prostitution peut avoir. Mais il y en a comme vraiment plein d'autres, par exemple. Là, si on parle juste des liens, là, pornographie, prostitution, je veux dire... aussi les besoins sexuels sont pas innés, hein, sont pas acculturels, et bon, tout ça là, c'est extrêmement social, et c'est de la propagande là. La pornographie, les rapports sexuels ont extrêmement été modifiés depuis la pornographie, et ils se sont hardcoreisés, si je peux dire. C'est rendu extrêmement violent, pas comme ça ne l'était pas avant, mais c'est que là c'est une culture qui est comme qui est commercialisée, donc qui est mondialisée. Et je veux dire, quand en Inde, la pornographie, c'est les femmes blanches, ben les femmes indiennes, elles se font blanchir les lèvres du vagin. Et pour que ça corresponde davantage aux normes esthétiques et tout ça, là. Donc on parle vraiment de choses très concrètes, là, de comment ça peut se propager aussi, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a quand même énormément donc, d'imbrication, comme je dis, qui est comme l'entrecroisement là, et l'entrelacement de beaucoup de systèmes d'oppression là, dans la prostitution là, aussi. Là, fait, donc, les femmes autochtones qui sont davantage sujettes à être violées, on se demande pas pourquoi elles sont surreprésentées, comme on dit, dans la prostitution. Et surtout la forme de prostitution la plus précaire, qui est beaucoup la prostitution dite de rue. Et ce sont surtout elles qui sont sujettes à être assassinées et à être donc criminalisées aussi. Et puis, donc on peut tout aussi... je veux dire, toutes les violences sexuelles aussi sont toujours donc teintées là, de tout ce qu'elles doivent porter comme marquage social. Donc, c'est assez inséré là, dans les rapports sociaux, là, vraiment. Là, ce que la formation a pu notamment là, soulever, c'était que les personnes, c'était principalement des femmes, étaient étonnées de comment elles avaient toutes été traversées intimement par la prostitution. Directement ou très indirectement. Donc, en fait, c'est vraiment utilisé dans le discours que c'est fait entre adultes consentants, puis c'est une catégorie de personnes et tout ça, mais c'est pas, ça s'isole pas, c'est pas un rapport individuel entre deux individus marchands. Là. On s'entend que c'est un énorme groupe social d'hommes, donc la classe des hommes, qui décident d'imposer leur domination et leur contrôle sur des femmes. Là, dans ce cas-ci, on parle de violence sexuelle, qu'elle soit prostitutionnelle ou qu'elle soit dans le cadre du mariage ou dans le cadre du travail. Et bon, dans la famille, ça reste une manière de pouvoir imposer la domination des hommes et de faire toutes les charges aux femmes et de te servir comme déversoir de pulsions irrépressibles, comme je sais dit. Donc, on parle pas très souvent des effets de la violence prostitutionnelle chez les femmes. On masque vraiment beaucoup cette partie-là de la prostitution. Quel impact, quelles conséquences que ça peut avoir sur les femmes? Ben déjà, la prostitution, c'est l'usure extrême, entre guillemets, du corps. Ça marque énormément les femmes au niveau de leur conscience corporelle. Leur corps, pour pouvoir recevoir toutes ces violences-là, doit s'anesthésier. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elles vont vraiment comme se dissocier, elles, pour ne pas
ressentir tout ce qui est fait à leur corps. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en fait, les femmes vont pour la très, très, très grande majorité, si c'est pas l'ensemble d'elles, se forcer à se dire que ah ben là en ce moment je suis qu'un orifice, en ce moment je suis que des seins, que bon, elles vont essayer de se réduire aux membres qui sont exploités par les hommes. Ça c'est qu'est-ce qu'elles font corporellement, et ce qui peut et elles vont essayer de se mettre le plus loin possible dans leur cerveau. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment, par exemple, penser à tout ce qui peut être tellement autre que la prostitution et complètement partir un peu, là. Elle va rester consciente de ce qui se passe, là. C'est sûr. Mais elle essaie qu'il y ait une énorme partie, la plus grande partie d'elle, de penser à qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, là, elle doit payer les comptes, elle doit faire ça pour les enfants. Bon, elle va essayer de vraiment ne pas vivre le moment présent et d'anesthésier son corps et de le réduire à des orifices, à des peu importe, des membres qui sont fétichisés et puis utilisés par les exploiteurs de femmes, donc les proxénètes et les clients prostitueurs et la plupart des hommes qui sont en lien avec ces femmes-là. Donc en fait, elles vont vraiment sortir de la prostitution si elles en sortent, parce que les conséquences aussi de la prostitution, ça peut être la mort, tout simplement, là. Et puis, en fait, il y a aussi donc tout un paquet de patterns qu'elle peut faire pour se dissocier d'elle-même, mais sinon, c'est rendu tellement un automatisme. Plus elles ont été dans une intensité puis dans un grand laps de temps, plus ces patterns-là, ces mécanismes-là, voilà, de dissociation et vraiment, là, il y a des femmes qui vont se sentir complètement plus maîtres d'elles-mêmes, là. Elles vont se sentir comme si leur corps bougeait, qu'elles regardaient un film, mais qu'elles n'étaient pas vraiment pleinement actrices de leur vie. Puis aussi, là, il y en a que c'est comme, ok, ben ça c'est leur corps, elles le voient, elles le sentent plus ou moins, mais elles ne savent pas que, ah, ben il m'appartient encore, tu sais. Et puis en fait, non, il a été dépossédé. On me dit même qu'au toucher, il n'y avait plus aucune réaction. Oui, ça c'est vraiment, effectivement, dans les cas vraiment extrêmes, c'est une anesthésie vraiment complète du corps. Aussi, je veux dire, il y a quand même énormément d'utilisation de drogues quelconques, d'alcool, bon, peu importe, de médicaments, bon, tout ça. Vraiment une grande utilisation aussi qui permet d'induire et de faciliter, parce que c'est épuisant. Constamment se dire ok, là je suis pas dans mon corps, là je suis pas dans mon corps, là je vais penser ailleurs, je suis pas dans mon corps, c'est extrêmement épuisant. Donc en fait ce que ça fait, c'est qu'il y a des femmes qui elles doivent utiliser les drogues, et puis tellement qu'il y a une intensité des violences et une espèce de permanence, même si elles sont pas là nécessairement 24 heures sur 24 pendant 30 ans, pour celles qui sont là pendant vraiment longtemps. C'est quand même périodique, mais à chaque fois, c'est vraiment une dépossession de soi. Non seulement corporelle, ça c'est clair, mais aussi elles ne se possèdent plus, parce que si elles sont dépossédées corporellement, mais mentalement, elles doivent essayer de se cacher à l'intérieur d'elles et tout ça. Donc là, tellement qu'elles ont fait des mécanismes pour pouvoir ne plus vivre la vie, ne plus penser qu'elles sont partie prenante de la collectivité, puis qu'elles ont un pouvoir d'agir. En fait, ces femmes-là n'ont plus de lien, n'ont plus la possibilité de garder un lien avec leur corps, de pouvoir reprendre emprise sur elle-même et sur son environnement.
Donc, c'est sûr que si tu es constamment dans un climat de terreur sexuelle et de violence vraiment là, physique, tout ce que tu veux, mais surtout une déshumanisation complète qui est induite par des propos vraiment horribles. Là. Si on regarde les blogs des clients prostitueurs, là, par exemple sur Internet, c'est vraiment, ça donne envie de vomir, c'est complètement atroce, mais tu dis qu'il y a une bonne partie des hommes qui ont ces propos-là, de toute façon, en général, sur les femmes, ce qui est pas alarmant, mais c'est bon, c'est le fun d'y avoir accès un peu, mais c'est vraiment des propos, là, il avait été en retard, il y avait un gars qui était déjà en file, là, je trouvais ça pas vraiment le fun, était pas toute propre, puis, en plus, là, elle a pas tout pris mon pénis dans sa bouche, je lui ai donné un peu d'argent en plus, mais finalement, non, puis elle a refusé de faire ça, mais je l'ai fait quand même, mais je suis sûre qu'elle a aimé ça. T'sais, c'est vraiment, là, c'est des propos comme ça, là, vraiment. Fait que ces femmes-là, elles vivent ça là, quotidiennement, à répétition. Donc, ce qui va faire que ces femmes-là vont avoir des conditions matérielles très précaires, parce que quand tu rentres en prostitution, on s'entend que t'es déjà très précarisé et la prostitution n'enrichit pas, là, c'est une minorité infime, notamment qui se réclament des travailleuses du sexe, qui ont une possibilité d'ascension par le simple fait qu'elles pourront devenir elles-mêmes soit proxénètes ou soit travailler à faire la promotion de la prostitution des autres femmes. Donc, c'est une infime partie que cette possibilité d'ascension, parce que c'est la seule possible ascension en tant que femme dans l'industrie du sexe, c'est soit de devenir elles-mêmes proxénètes ou de trouver, parce qu'elles ont beaucoup de capital déjà plus que les autres, de trouver un emploi dans un organisme de travailleuses du sexe. Bon. Et là, elles ne sont que payées par notamment des fruits de la prostitution, mais aussi elle légitime la prostitution d'autrui. Donc ça, déjà, la plupart des femmes dans la prostitution, lorsqu'elles en sortent, elles ont un trou de je sais pas trop combien d'années sur leur CV. Là. Donc comment tu veux trouver un emploi quand à 15 ans jusqu'à 35 ans, tout ce que tu as connu, c'est des claques d'en face, des pénis partout, genre des violences physiques, des séquestrations, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, c'est bon. Ça peut être aussi être danseuse nue, ça peut être dans un... qui est aussi là, on dit toujours que c'est bon, c'est juste de la danse, mais non, c'est extrêmement violent. Là. Les femmes se font pincer les seins pendant des heures et des heures, elles ont des bleus, là. Bon, c'est vraiment ça aussi les conséquences, parce que ça amène des conséquences énormément physiques. C'est les femmes qui développent, là, que ce soit la fibromyalgie, donc elles commencent à avoir tellement qu'elles se sont coupées de leur souffrance pendant vraiment longtemps. Là, elles commencent à avoir des points de douleur partout, puis c'est vraiment handicapant. Il y a aussi un paquet de troubles là, ils vont psychiatriser ces femmes-là, ils vont toutes être complètement folles, là, évidemment. Et puis... elles vont avoir un paquet de séries de diagnostics mentaux. Là. Le trouble de la personnalité limite, d'habitude, c'est celui qui est le plus winner chez les femmes ou bipolaire. C'est souvent ce qu'elles sont targuées d'être. Mais somme toute, il y a quand même des grandes atteintes à la santé mentale, il faut le nommer. Mais évidemment, le système ne fait que les psychiatriser bien souvent. Mais donc, la plupart quand même ont vraiment un besoin au niveau spirituel aussi, parce qu'on peut aussi le nommer que le lien que tu peux avoir avec toi, avec ton environnement, une certaine culture de prendre, tu sais, comme de prendre soin, développer, tu sais, je veux pas comme un certain comme symbolisme et tout ça. Elles sont coupées du monde, là, donc je veux dire des femmes autochtones surtout, là, les violences spirituelles qu'elles peuvent vivre, notamment par la prostitution, parce qu'elles sont complètement coupées là, de tout ce qui leur permettrait, là, tu sais, je veux dire comme pratique, comme cérémonie, de lien avec la communauté, tout ça. Donc ça, il y
y a beaucoup ces violences spirituelles-là, donc ces femmes-là se retrouvent vraiment beaucoup détruites sur tous ces plans, tant physique, leur santé est énormément affectée, donc là on parle pas nécessairement toujours des maladies sexuelles, on parle toujours des maladies sexuelles, oui c'est bien vrai, mais bon, c'est pas, c'est vraiment pas ce qu'elle nomme en premier comme conséquence, là. Il y a vraiment énormément là, de femmes par exemple là, qui vont développer tout un problème d'arthrite, des maux de dos, des gros problèmes de foie, des problèmes de peau aussi, des problèmes de respiration, et tout ça là. Donc et puis là c'est parce qu'elles ont subi, il y en a qui ont subi aussi plein de coups, elles doivent, il y en a qui ont des côtes cassées, je veux dire tout ça, ils ont pas eu accès à des soins appropriés, donc là elles doivent vivre avec tout ça. Puis à un moment donné, quand t'es debout pendant des heures et des heures et des heures en talons hauts, ça marque le corps, là. Surtout quand tu dois encaisser des coups, danser, faire plaisir aux clients tout en même temps, là, c'est extrêmement demandant pour le corps. Fait que ces femmes-là restent marquées vraiment physiquement, puis mentalement aussi, parce qu'elles ont été complètement isolées. Souvent, les seuls liens que les femmes ont dans la prostitution, c'est quelques amis, mais c'est tellement dur d'avoir une double vie, elles ne peuvent pas en parler ouvertement, ce qui est la plupart des cas. Hein. On peut pas... ça se bloque mal à un souper de famille, dire que tu travailles dans un massage, que tu sais, tout ça, là, puis... parce qu'en fait, ces femmes-là n'ont pas envie d'en parler parce qu'elles se sentent exploitées. C'est souvent pas une fierté pour ces femmes-là parce que et ça ne devrait pas, selon moi, l'être, parce que la plupart de ces femmes-là, elles ne souhaitent pas en retirer aucun empowerment. Elles souhaitent juste pouvoir dénoncer ces violences-là et pouvoir au moins qu'une femme ne puissent pas vivre ça. Donc, tellement que les femmes ont des énormes conséquences de la violence, il y en a qui décident de passer leur vie à lutter contre l'industrie du sexe lorsqu'elles sortent de la prostitution, par exemple. Parce que elles ont tellement été appropriées que tout ce qu'elles ont, c'est de lutter contre ce qu'elles ont vécu, parce que la charge d'un véhicule en prostitution, c'est énorme, là. T'sais, quand tu as fait des clients dans le seul bar du village, là, essaie de trouver un emploi après, là. Toutes les clients te connaissaient, bon, et tout ça. Puis t'as peur aussi que ton boss ait arrêté un client, t'as peur que, tu sais, tout ça, puis tu te fais harceler, là, au travail. Des histoires, là, de femmes qui sont faites faire une entrevue par un de leurs anciens proxénètes, tu sais, des choses comme ça, là, tu sais, c'est très réel, là, les contacts qu'elle peut avoir après. Donc ça c'est vraiment très lourd à porter. Puis aussi là, les attaques des proxénètes et l'harcèlement encore des clients prostitueurs, là, je veux dire, il y en a qui marchent dans la rue, ça fait 10 ans qu'ils sont plus dans l'industrie du sexe, puis elles se font encore interpeller, puis demander, puis des choses, tu sais, c'est vraiment là, quand t'es dans l'industrie du sexe, tu n'en sors pas vraiment en fait, là. Tu ne fais que t'extirper du milieu, mais c'est marqué dans ton corps, dans comment tu vas interagir, dans comment tu vas te voir, comment tu vas essayer de te reconstruire si la possibilité. Donc, c'est vraiment là, beaucoup, c'est les mêmes conséquences que le viol, en fait. On peut penser à ça, sauf que le viol est subi à répétition pendant peut-être des années. Dans un climat là, vraiment là, de surveillance, de contrôle, de répression. Donc vraiment tout ça, ça fait que les femmes sont extrêmement insécures. Elles deviennent aussi leur rapport avec la sexualité, là, il y en a qui ont complètement plus de plaisir, elles peuvent même plus, elles sont complètement anéanties sexuellement, là. Ça c'est pour la plupart, là. Puis sinon elles développent là, des rapports qui sont aussi que je dirais nocifs là, dans la sexualité. Il y en a qui vont rester dans la toxicomanie, là, qui vont devoir utiliser des drogues pour pouvoir rester en vie après la prostitution, là, pour pouvoir anéantir le plus possible tout rebondissement d'émotions et tout ça. Puis c'est que chaque commentaire sur les putes qu'on va aller voir le samedi soir, chaque insulte, même genre chaque violence qui va être vécue après va tellement emmagasiner là,
vraiment là, une bonne partie là, de toute l'énergie, le peu qui lui reste, va être pour voir juste pour survivre avec la charge de son vécu. Puis déjà, il va falloir qu'elle trouve des moyens matériels de l'avoir. Ce qui est déjà vraiment... Parce qu'il n'y a aucune ressource pour les femmes aussi dans l'industrie du sexe. Là. Donc ça aussi, il faut dire que elles ont besoin d'avoir un réseau de solidarité. Ça, c'est clair parce qu'elles se retrouvent isolées, jugées. Et puis, en plus, elles n'ont aucune aide réelle là, par rapport à que ça soit juste jaser là, le soir, là, un souper. Là, juste ces femmes-là ont été privées d'un réseau d'amis, ont été privées vraiment, c'est vraiment là, des grandes conséquences là, sur ce qu'on donne comme estime de soi. Là, mais tu sais, bon, c'est sur comment elles se perçoivent, puis comment elles peuvent entrevoir ce qu'elles peuvent faire, puis qu'est-ce qui matériellement lui est possible de faire, c'est extrêmement lourd là, et contraint vraiment beaucoup, puis le passé y suit. Donc c'est vraiment là les femmes plus elles sont âgées, plus elles sont dans l'urgence là, vraiment beaucoup d'essayer de se guérir, mais il n'y a pas de guérison magique. Il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas c'est de la violence, il t'a été approprié, ça va rester toute ta vie. Ce qu'on peut faire, c'est de créer une solidarité autour de ces femmes-là, puis d'écouter leurs besoins. Mais les traumatismes, toutes je veux dire, ces femmes-là, là, c'est comme si elles vivent des grèves à chaque jour, là, tu sais. C'est comme... voilà. Donc, qu'est-ce que c'est, brièvement, la position abolitionniste en ce qui concerne la prostitution? Ben, c'est donc reconnaître que la prostitution, c'est une forme de violence envers les femmes, qui est liée à l'ensemble des violences faites aux femmes. Et c'est vouloir mettre fin à un système donc, de violence sexuelle, donc d'exploitation sexuelle à des fins commerciales ou non. Et puis, en fait, c'est vouloir abolir une bonne partie. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est le levier, en fait, des luttes contre les violences sexuelles quand même. Parce que si on s'attaque pas à une des formes les plus extrêmes de violence sexuelle ou de violence tout court faite aux femmes, et qu'on considère même que c'est un travail pour certaines féministes ou un espace d'émancipation ou de combat, c'est vraiment problématique parce qu'en fait c'est en dénonçant la forme de violence que les femmes les plus précarisées aussi vivent, parce qu'on s'entend que donc la prostitution a été imposée, implantée par le colonialisme notamment, là. Donc il y avait les femmes autochtones alimentaient les premiers bordels dans la Nouvelle-France, là, et puis je veux dire elles se retrouvent encore depuis les premières visées par ce système d'exploitation là. Et puis, je veux dire, on peut... donc, il y a beaucoup aussi de femmes autochtones qui ont des féministes autochtones abolitionnistes aussi, notamment. Donc, elles vont vraiment concevoir aussi la prostitution comme étant une forme colonialiste d'imposition de violence faite aux femmes autochtones. Parce que c'est aussi, là, on s'entend que c'est quand même énormément des hommes blancs qui profitent de l'exploitation des femmes autochtones, donc, et qui en ont toujours profité. Donc, voilà. Et puis, c'est vraiment là, accuser les hommes aussi. C'est vraiment attaquer un des bastions des privilèges des hommes concernant là, leur roi sacro-saint.
de pouvoir imposer et de vouloir dominer les femmes. Donc, en fait, c'est vraiment aussi une manière là, de pouvoir aller... parce que là, maintenant, la pornographie, elle est tellement omniprésente. Et là, il y a de la queer porn maintenant et tout ça. Là, c'est rendu dans nos milieux militants, là, faire la pornographie. Là. C'est que des fois, hein, quand il y a des discussions féministes, on va faire un porno, ça serait une bonne idée. C'est sorti, là, c'est rendu, là, même dans nos milieux radicaux. Là, donc... vraiment, là, être féministe, abolitionniste, c'est refuser l'aliénation du corps et de la sexualité et de l'individualité des femmes au profit des hommes. On parlait aussi lors de la formation de rejeter la honte vers l'agresseur, vraiment. Mm-hmm. Exactement, c'est ça. Donc vraiment, là, de dénoncer la classe des hommes à travers là, un des systèmes qu'ils ont créé par et pour eux, d'exploitation sexuelle des femmes et d'alimentation de leur désir combien important, donc tout ça. Et puis en fait, c'est vraiment là, c'est centré, c'est prioriser en fait les dits besoins sexuels des hommes. Et on s'entend-tu que les comportements sexuels, c'est extrêmement social. Donc là, c'est extrêmement là, teinté là, si on parle donc d'hétérosexualité, par exemple. Là. Bon. Mais en fait, c'est vraiment là, complètement répandu partout. Donc, c'est vraiment une lutte qui est extrêmement difficile aussi, être féministe abolitionniste, en fait, parce que c'est vraiment refuser ce qui est toujours perçu comme étant soit un mal des femmes, un péché des femmes, une tentation des femmes, ou une manière de pouvoir avoir des enfants, avoir un bel horaire de travail, pouvoir en même temps pouvoir avoir plus de temps pour soi. Et puis, bon, c'est vraiment présenté là, comme une super alternative économique d'ascension sociale pour les femmes. Là. Sinon, là, donc c'est vraiment vouloir combattre tous ces discours-là, tant de conservatisme religieux, tant le pendant plus postmoderne et libéral, néolibéral, qui est le discours d'émancipation des femmes à travers la prostitution. Donc c'est vraiment combattre ces deux... voilà. Okay. Donc là, je pense qu'on va peut-être s'amuser à déconstruire 3 mythes. J'en ai choisi 3, les 3 principaux que je pense qu'on retrouve, en tout cas 2 qu'on retrouve principalement dans la population en général, et un qu'on a vu plus souvent, surtout avec le jugement là, Bedford qui est sorti, avec bon comment les, disons, vos adversaires, ceux qui sont pour la décriminalisation, vont vous percevoir. On peut commencer avec le premier qu'on a déjà entendu, donc les besoins irrépressibles des hommes, là. Est-ce que vous pouvez nous déconstruire ça très brièvement? Oui. Ben en fait, c'est aussi toujours regarder les besoins des hommes aussi. Je veux dire, c'est toujours dans peu importe n'importe quel aspect, à chaque fois, les besoins des hommes sont priorisés. Puis là, on peut penser surtout les hommes blancs, surtout les hommes hétérosexuels, surtout les hommes d'une certaine classe sociale. Donc, c'est toujours leurs besoins qui sont priorisés, qui sont mis comme étant les besoins de tous et toutes aussi. Ils sont présentés comme... bon. Donc, en fait, si on peut dire, c'est que on regarde jamais c'est quoi les besoins sexuels des femmes. Jamais on pose c'est quoi la question, là. Je pense pas que toutes les femmes dans la prostitution sont des nymphomanes, non? C'est loin de là. Il y en a une bonne partie qui sont là parce qu'elles ont été littéralement dans un réseau de traite, là, donc je penserais pas qu'elles sont nymphomanes, là. Et puis il y en a une énorme partie que c'est par 95%, si je peux mettre un chiffre, c'est par contrainte économique. Donc souvent, c'est comme si on dirait qu'il y aurait un besoin fou, une pulsion de battre sa femme. Ben là, c'est comme si la prostitution servait maintenant de bassin pour les violeurs, qui est un bassin légitime pour les violeurs, en fait. Parce que là, c'est comme... Il y avait le discours comme ça, des besoins irrépressibles par rapport au viol. Et là, on a dit non, c'est inacceptable, bon, tout ça. Et là, mais maintenant, quand ces hommes-là font la même chose, mais qui payent, ben là, c'est correct.
Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut remettre en perspective, là. Est-ce que, parce que les hommes ont tant besoin de déverser leur colère sur les femmes dans leur entourage, parce qu'ils ont des petites colères, ben d'abord, on va pas lutter contre la violence conjugale. D'abord, on va faire des maisons d'hébergement, puis on va pas essayer de lutter, puis de dire que non, c'est pas un besoin, c'est une imposition, c'est un contrôle sur les femmes, non. Donc, deuxième mythe, on parle de la prostitution que c'est le plus vieux métier du monde, donc on s'en débarrassera finalement jamais. Oui. Ben, en fait, c'est ça, je me demande si, en fait, tes études de la préhistoire, d'anthropologie, je le sais pas, là, parce que la plupart des personnes se sont tellement avancées sur ce qu'il y aurait pu avoir dans le début de l'humanité. Mais c'est que c'est basé sur rien. Il y a pas... Comment tu peux avec... je viens de trouver un fossile, je viens de trouver un vase, je viens de... Bon, tout ça... dans la préhistoire ou bon, au début de l'histoire, dire ouh, il y avait la prostitution. Vraiment, c'est très réducteur pour l'humanité, premièrement. Puis c'est vraiment réduire les rapports hommes-femmes comme si on avait toutes toujours été salopes, en fait, qu'on a toujours eu envie, qu'on a toujours... il y avait toujours eu le système capitaliste aussi, de toute façon. Il y a toujours eu des inégalités comme ça. Hommes-femmes, avec cette forme-là de violence, c'est bon, c'est vraiment là, c'est un déni en fait de reconnaître qu'il y a une historicité à ce système d'exploitation-là. C'est un déni de vouloir revoir comment il s'est implanté, c'est quoi les formes qu'il a pris dans l'humanité et comment on en est rendu là, et comment il s'imbrique là vraiment dans l'ensemble de l'histoire, dans l'ensemble aussi des quotidiens des personnes. Donc, c'est un argument qui est vraiment ressorti principalement pour légitimer donc le fait tout simplement que la prostitution soit un métier aussi. C'est beaucoup vu que ça serait le plus vieux, il serait légitime, tu sais, c'est un argument là, appel à la tradition là. Donc en fait là, si on peut dire là, mais c'est aussi moi pour moi les premiers métiers que les humains auraient fait ou que les femmes auraient pu faire, ça serait guérisseuse, faire de la cueillette, faire des repas, s'occuper de la chasse des petits animaux, plein de choses comme ça là. Tu sais, c'est comme si à la place de devoir penser à manger, à s'abriter, à tout ça, hey non, elle avait envie de la poire là-bas là. Et ben tu sais, c'est vraiment aussi très teinté là de Ève et Adam, là, ce discours-là, là, comme si là, après, vu que Ève avait mangé la pomme, et bien là, la prostitution était tombée sur terre, et voilà! Dernier mythe qui s'est vu justement plus avec les attaques qui ont eu lieu avec les abolitionnistes, c'est que les abolitionnistes sont des femmes violentes envers les femmes prostituées. Ouais. Ben en fait, il y a beaucoup de survivantes de la prostitution qui se disent féministes abolitionnistes. Donc, partant juste de ce fait-là, les personnes qui utilisent ce discours-là de les féministes abolitionnistes sont violentes envers les femmes dans la prostitution, font un déni complet de centaines de femmes, là on parle juste au Canada, luttant contre l'industrie du sexe, qui ont été elles-mêmes dans l'industrie du sexe. Donc, vraiment, ça c'est déjà insultant pour énormément de femmes dans le mouvement abolitionniste, qui sont soit sur les devants, soit dans les travails au quotidien, qui militent avec un paquet d'autres femmes qui sont encore dans l'industrie du sexe ou qui sont sorties, et d'autres femmes solidaires et d'autres féministes. Donc c'est vraiment c'est comme si dire que l'abolition de la prostitution ne pouvait être qu'une idée, la rage envers les proxénètes, envers les clients, cette haine là du système prostitutionnel pourrait n'être que portée que
par les femmes qui ne l'ont pas fait. C'est complètement niaiseux, on s'entend. En fait, c'est les premières qui en fait, souhaitent s'en sortir, hein, parce que juste le fait que ces femmes-là, 92%, là, on peut donner des belles statistiques, les femmes souhaitent sortir de la prostitution, déjà c'est une lutte en soi contre le système prostitutionnel. Parce que le système prostitutionnel souhaite que les femmes soient captives et que le plus de femmes y pénètrent. Donc le fait que des femmes souhaitent sortir de la prostitution puis qu'elles luttent, parce que c'est une lutte pour en sortir et pour après prendre le peu de qu'est-ce qu'elle reste pour pouvoir lutter contre la prostitution, c'est vraiment là, c'est complètement renverser la vapeur parce qu'en fait, c'est focaliser la violence sur des féministes qui pourraient faire en nommant, en fait, en reconnaissant que c'est ce que la plupart des femmes nomment que la prostitution c'est une violence, là. Donc c'est juste reconnaître que les femmes sont en colère et qu'elles vivent la violence. Mais en fait, c'est focalisé sur cette petite violence d'un potentiel groupe féministe à la place de « Oh, la violence des proxénètes, la violence des clients, la violence des hommes ». Faut penser toujours que la violence des femmes entre les femmes. Ça, c'est un discours qui est... Puis ça, il y a des rapports de pression entre les femmes. Effectivement. Le rapport de pouvoir dire sur la place publique que tu choisis de faire la prostitution ou de pouvoir dire que les femmes choisissent la prostitution et de nommer ça, effectivement, c'est un rapport de pression sur les femmes qui sont dans la prostitution et qui souhaitent en sortir et qui luttent ardemment et qui ne peuvent même pas avoir le temps de faire des beaux discours politiques qui sont donc ben dans les intérêts des proxénètes et de tous ces hommes-là. Fait que brièvement, qu'est-ce que c'est que l'approche féministe? On en a parlé lors de la formation. C'est l'approche qui est entreprise par plusieurs groupes, là, pas seulement la Clé, mais même dans les Canacs et dans d'autres groupes de femmes. Qu'est-ce que c'est un peu? C'est, je vais y aller avec des mots, des buzzwords, mais je les déconstruis. Ça va être intéressant. Parce que c'est de respecter les choix des femmes en ayant une analyse critique des rapports sociaux et en voulant rentrer dans une perspective de transformation sociale. Donc déjà, lorsqu'une femme pourrait dire qu'elle choisit la prostitution, c'est essayer d'aller gratter les rapports de pouvoir et les rapports d'oppression qui traversent cette femme-là, d'en parler, de collectiviser sur ses propres rapports aussi d'oppression qu'on peut vivre et qu'on peut reproduire, afin de développer dans ce moment, que ce soit un rapport plus individuel ou en groupe, dans le but de développer une conscience collective des oppressions et de nommer qui sont les auteurs de ces oppressions et de vouloir s'y attaquer. Tout en créant un réseau de solidarité donc autour des femmes en leur donnant les ressources dont elles ont besoin, mais c'est juste, c'est-à-dire écouter les demandes d'aide des femmes, parce que souvent les demandes d'aide des femmes ne sont pas du tout écoutées. Elles doivent toujours recevoir des demandes d'aide et y répondre, et non recevoir de l'aide. Donc déjà écouter une demande d'aide des femmes, et puis la considérer comme étant la principale donc actrice de sa vie et non je suis là pour pouvoir t'amener le bon chemin. Cette femme-là connaît ce qui est le mieux pour elle. Je suis là pour pouvoir simplement, et nous sommes là pour pouvoir simplement partager nos trucs qu'on peut, parce qu'on a aussi souvent eu peut-être les mêmes cheminements que les femmes qui vivent la violence, parce qu'on vit toute la violence. Donc, et pouvoir partager sur ces expériences-là, pouvoir permettre d'offrir des ressources aux femmes, un espace où elles peuvent s'exprimer et qu'elles peuvent aussi lutter en ayant eu, là, que ce soit là, pour répondre à ses besoins par exemple au niveau de la santé, tout ça, ça peut être vraiment là, c'est aussi essayer d'aller en alternative avec le système. Donc c'est être critique de la psychiatrisation, être critique donc de la médicamentation des femmes, être critique
de tout ce qui est donc contraintes à l'hétérosexualité, les contraintes sexuelles, les contraintes à la maternité, et puis donc c'est vraiment prendre une analyse féministe et essayer de vraiment appuyer les actions et que les actions enrichissent l'analyse féministe. Et ça, c'est toujours en construction collective avec des femmes. Parce que une femme peut avoir un vécu de violence, mais justement, elle a une perspective extrêmement pointue, extrêmement intéressante sur les rapports sociaux selon ses expériences de violence. En tant que femme opprimée, elle a développé une expertise de son vécu et une expertise de son point de vue sur les rapports, sur ce qui l'entoure. Donc, c'est partager tout ça, se donner un espace entre nous pour partager tout ça et pour pouvoir, à partir de ça, essayer de s'extirper de ces contraintes-là. Et évidemment, ça veut dire attaquer les rapports de pouvoir. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont être engagées par le groupe Les Alternatives? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà de planifié dans les prochaines semaines ou prochains mois? Oui, en fait, on avait déjà, quand il y a eu le forum, là, un peu plus tôt cette année, il y avait déjà eu des idées d'action qui étaient sorties. Puis là, en plus, on les a ramenés donc dans le sous-comité Les Alternatives. Là, une des premières, c'était de faire donc une formation. Et là, ensuite, on avait en tête là, de peut-être faire des projections de films, des discussions, même des fêtes de quartier abolitionnistes, discussions là, vraiment très informelles. Puis, ça, c'était déjà en tête pour un avenir très près. Mais sinon, il y avait beaucoup d'actions directes qui étaient planifiées, là. Donc, c'est vraiment peut-être des interventions théâtrales, occuper l'espace dans le quartier visuellement, donc des affiches, des pancartes, des collants, bon, peu importe. Donc, c'est vraiment essayer d'occuper l'espace. Pour sensibiliser. Là, ça pourrait être aussi même des manifs, parce que là, on est un peu sous pression avec le jugement email, là. Justement, là, je peux comme peut-être en parler, parce que c'est ça, en fait, il y a eu donc récemment une décision donc, de la Cour suprême pour décriminaliser les 3 articles. Donc, il y a communiquer à des fins de prostitution, vivre des fruits de la prostitution et tenir une maison de débauche. Donc, ces 3 articles-là sur la prostitution ont été décriminalisés suite à une longue saga judiciaire qui a commencé bien avant 2010. Vraiment, ça fait une vingtaine d'années que c'est en branle. Et en fait, là, 2 femmes proxénètes et une travailleuse du sexe ont donc réussi à obtenir donc, ce jugement-là qui à l'origine partait de la Cour d'Ontario, qui a été porté en appel, et là, le jugement final là, a été donné le 20 décembre, qui décriminalisait ces 3 articles-là. Donc là, en fait, en ce moment, c'est en suspens parce qu'ils vont donner 12 mois pour légiférer s'il y a lieu. Par rapport à ce jugement-là. Donc, c'est comme renvoyé au gouvernement. Donc là, mais déjà, si on peut se dire que les juges de la Cour suprême sont nommés par le gouvernement, donc ça donne quand même, et les juges aussi de la Cour d'appel, ça donne quand même un certain poids, là, veux pas, là, en disant que, on s'imagine que les conservateurs, ben, ils vont garder un régime prohibitionniste, là, donc tout criminalisé. Mais là, si certains des juges qui ont été nommés par le gouvernement conservateur ont pris position pour décriminaliser les 3 articles, on peut déjà se questionner à savoir, ben, ça veut peut-être dire qu'il y a quand même du côté des conservateurs certaine réceptivité et plus qu'une réceptivité, même peut-être une militance par rapport à la décriminalisation de la prostitution, ne serait-ce qu'à des fins d'économie, vraiment.
Puis parce que le but c'est de mettre les femmes dans... Le but c'est de mettre des femmes dans les bordels. En fait, c'est vraiment... Et là, j'imagine qu'ils vont réglementer ça parce que pas mal tous les pays qui ont décriminalisé la prostitution ont réglementé par la suite. Donc, il y aura probablement une réglementation qui va arriver. Donc là, ça va être vraiment un contrôle de l'État proxénète sur d'autres proxénètes qui auront des pouvoirs tous en tant que proxénètes et en tant que clients prostitueurs de encore davantage là, enrôler les femmes dans l'industrie du sexe. Donc en fait, c'est un peu ça qui va arriver là, peut-être dans les 12 prochains mois lorsqu'ils vont légiférer. Ça, c'est peut-être qu'est-ce que je pense qui va arriver. J'aime toujours mieux être plus négative qu'il le faut, sinon. Mais... Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez... Ben, en fait, c'est pas nécessairement vous qui donnez l'année, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez mobiliser des forces pendant un an pour faire pression ou agir, avoir un point d'attaque ou... Ben c'est ça. En fait, c'est ça que il y a beaucoup de féministes abolitionnistes qui vont ça leur quand ça comme une claque au visage là, on s'entend que on s'imaginait le pire, mais qu'il soit concret de même, ça fait autrement là. Donc là, en fait, on va vraiment essayer de se mobiliser comme des petites fourmis pendant les 12 prochains mois. Nous, on sait que du côté des alternatives, parce que je suis comme aussi dans d'autres réseaux, mais du côté des alternatives, vraiment là on va essayer de faire donc plus d'actions directes en fait, beaucoup lorsqu'il va commencer à faire beau en fait. Vraiment là je pense qu'on pourrait être plus radical, donc même faire des tintamars, des encerclements de lieux prostitutionnels avec des haut-parleurs, bon tout ça c'est vraiment perturber, sensibiliser d'une manière familiale et puis voilà et donc en fait, c'est un peu ça qui va essayer d'être fait, mais c'est sûr que, bon, il y a un paquet d'autres groupes, là, féministes, qui commencent, féministes abolitionnistes, radicales, anarchistes, ou bon, à tendance sinon communiste ou libertaire, mais il commence à avoir, et là je l'espère qu'avec ce jugement-là, ça va donner une claque au visage à d'autres féministes qui veulent moi je suis avec les deux côtés, je suis neutre, blablabla, bon tout ça là, peut-être que ça va réveiller certaines féministes de rejoindre le camp abolitionniste, je l'espère, parce qu'en tout cas, je pense qu'on est toutes extrêmement épuisées de ressortir de toute cette saga-là, et là en fait, va falloir redoubler d'efforts là d'ici prochainement, mais bon, on peut quand même espérer là peut-être là, mais bon moi j'espère pas grand chose du gouvernement de toute façon. Faut dire. Donc voilà, mais en fait c'est ça là, je pense qu'il y a un besoin d'action directe claire sur l'industrie du sexe pour pouvoir changer la peur de camp en fait, donc j'invite donc les personnes à réagir en ripostant aux violences faites aux femmes, puis en attaquant donc l'industrie du sexe en fait, là, donc soit en rejoignant différents regroupements ou en créant ses propres réseaux ou en essayant de militer au sein même de ces réseaux pour une reconnaissance de la prostitution en tant que violence et pour une lutte contre le système prostitutionnel.